Bonjour à tous, alors pour ce premier épisode, nous allons étudier 5 livres qui se sont retournés contre leurs auteurs. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont 5 ouvrages qui ont porté préjudice à ceux qui les ont écrits de différentes façons. Ce sera 5 cas assez différents. Donc c'est parti pour ce top 5. Donc premier cas de figure, Pourquoi Sarko va gagner d'Éric Brunet. Alors pour ceux qui ignorent qui est Éric Brunet, c'est un journaliste d'RMC, et il va écrire en janvier 2012 un ouvrage qui explique pour quelles raisons il pense que Nicolas Sarkozy va remporter les présidentielles face à François Hollande, malgré toutes les prédictions, malgré tous les sondages de l'époque. Évidemment, je pourrais m'en arrêter là, puisque le titre veut tout dire et vaut moquerie contre lui, puisqu'évidemment François Hollande a remporté cette élection, il a eu tort de prédire le contraire. Il fait d'ailleurs état de critiques à son égard et de moqueries de la part de ses confrères dans un article qu'il va écrire sur Atlantico et qui revient sur cette affaire. Depuis la victoire de François Hollande, les éditorialistes que je crois sur les plateaux de télévision jubilent. Ils raillent le titre de mon essai sorti le 3 janvier 2012, Pourquoi Sarko va gagner. Il faut les voir, goguenard, m'envoyer des bourrades dans le dos. Alors Brunet, tu vas rembourser tes dizaines de milliers de lecteurs? Et je ne parle pas des clins d'œil appuyés sur le thème, tu t'es couvert de ridicule, mon pauvre Eric. Alors, premier point à noter, c'est qu'il en a fait un livre. Ce genre de prédiction, ça arrive, il y a beaucoup d'erreurs, c'est normal de se tromper, et ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tant de prévoir les choses que de justifier à travers une analyse qui s'annonce plus ou moins pertinente, et peu importe finalement le résultat. Non, le premier point à noter, c'est qu'il en a fait un livre, et pas un article. Donc déjà, forcément, ça couvre de ridicule. C'est déjà assez exceptionnel d'écrire un livre précisément sur ce thème, et même à courte portée, puisque s'il avait eu raison, évidemment, il y aurait eu des projecteurs sur lui, et son livre aurait fonctionné, mais de toute façon, son livre n'aurait pas pu marcher sur le long terme, puisque c'est très événementiel et très marqué sur la présidentielle. Mais le plus intéressant, c'est finalement d'analyser les raisons pour lesquelles il a cru que Nicolas Sarkozy avait gagné. Tout ce qu'il dit dans son ouvrage n'est pas faux, c'est même intéressant, mais malheureusement, ça manque de nuances, et c'est ça qui lui fera défaut. Prendre simplement ce livre à la rigolade serait passer à côté d'une analyse qu'on retrouve chez beaucoup de partisans de droite et pro-Sarkozy, puisqu'en fait Éric Brunet a au moins ce mérite-là, c'est d'avoir retranscrit une pensée qui est très présente chez les partisans de Sarkozy. La première chose à mettre en avant, c'est que son ouvrage s'inscrit dans la continuité de ses livres précédents. Il a toujours écrit sur les tabous français et sur sa difficulté pour lui à se ressentir comme un journaliste de droite dans une majorité de gauche, ce qu'il pense être une majorité de gauche. Il a écrit précédemment un ouvrage qui explique que être de droite c'est tabou, qu'être riche c'est tabou, et il revient quelque part avec ce livre pour expliquer en quoi être sarcolâtre serait tabou. L'essentiel du propos de son ouvrage se porte sur un sondage qui avait été publié en 2012 et qui explique que la majorité des journalistes, donc c'est une enquête IFOP, que la majorité des journalistes seraient de gauche et choisiraient François Hollande comme président de la République. Alors en réalité, c'est pas une étude IFOP. Les militants de Nicolas Sarkozy et Éric Brunet ont ressorti une vieille étude de Marianne. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une étude ou juste des a priori qui évoquerait le fait que les journalistes seraient à 80% pour la gauche. Mais c'est en 2002, c'est un autre contexte. Pendant la campagne présidentielle, il y a une étude qui est faite, mais elle concerne les écoles de journalisme. Là encore, elle sera extrêmement relayée par les médias de droite. Et enfin, il y a une consultation après la présidentielle qui révèle qu'effectivement les journalistes sont majoritairement à gauche, donc au premier tour ils ont voté surtout pour François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, mais là encore c'est à nuancer puisqu'on n'est pas dans une majorité éclatante. Au second tour, il y a eu beaucoup plus d'adhésion et de soutien à François Hollande par rapport à Nicolas Sarkozy, mais ce qu'il faut noter c'est qu'il y a ici une forte abstention. En revanche, parmi les votes exprimés, donc parmi ceux qui font le choix entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, là on trouve le chiffre de 70% de votes en faveur de François Hollande de la part des journalistes, mais évidemment c'est à nuancer, il s'agit du second tour, et enfin le relais médiatique qu'il y a eu pour expliquer que les médias votaient majoritairement à gauche est considérable. Je vais mettre plusieurs articles en lien qui expliquent cette problématique, et je citerai Guillaume Pelletier. Il y a eu cette étude au lendemain de l'élection de François Hollande qui démontrait que 96% des journalistes avaient voté à gauche à l'élection présidentielle. Ce qui est intéressant en fait, c'est son ressenti. Lui,
comme Éric Brunet, exagère considérablement le supposé parti pris des médias en faveur de la gauche. Il s'en sert pour justifier le fait que la plupart des journalistes seraient tellement hostiles envers Nicolas Sarkozy qu'ils feraient tout pour le perdre, et ce de façon outrancière. En réalité, il oublie un détail important, c'est déjà que la relation des médias avec Nicolas Sarkozy n'est pas aussi radicale, n'est pas aussi frontale, puisque même si les journalistes seraient de gauche en majorité, ça déjà ne veut pas dire que leur position est forcément militante. C'est le premier point à distinguer, parce que finalement c'est son livre qui apparaît comme une position la plus militante envers Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas beaucoup de journalistes, par exemple, qui ont défendu François Hollande de la même façon que lui a défendu Nicolas Sarkozy. Ça a été validé par le Parti socialiste. C'est exactement ce que vous dénoncez dans ce livre. La presse n'est pas une entité homogène. Quand vous parlez des 37 000 journalistes qui sont des auxiliaires de l'opposition, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Figaro c'est un Dazibao, ça veut dire que Atlantico c'est un blog d'amateurs, ça veut dire que Jean-Pierre Elkabbach c'est un stagiaire du journalisme. Franchement. Mais aussi au-delà des journalistes, il oublie d'autres composantes importantes du monde médiatique, ce sont les rédacteurs en chef, mais aussi également les patrons. Et les patrons, certains sont ouvertement amis avec Nicolas Sarkozy, c'est le cas à l'époque de Vincent Bolloré. Et il suffit aujourd'hui d'écouter Jean-Claude Dastier chez Pascal Praud pour comprendre que sa position est loin d'être de gauche, et il faut rappeler qu'il a été pendant longtemps un des chefs importants de l'information sur TF1. Donc tout ceci remet en cause la vision frontale d'Éric Brunet sur les médias et Nicolas Sarkozy. Je rajouterai d'ailleurs que Nicolas Sarkozy s'est beaucoup servi de sa position pour séduire les journalistes. On note par exemple en 2007 qu'il y a beaucoup de moments de connivence entre lui et certains journalistes, notamment une photo qui avait fait extrêmement polémique. Frédéric Aziza expliquera qu'il a eu la chance de ne pas sourire sur cette photo, sinon il aurait pris un savon, ça a été le cas pour les autres journalistes. C'est un événement qui est expliqué et rapporté par Christian Delporte dans Une histoire de la séduction politique. L'image a valu à Olivier Laban-Mattei, en avril 2007, le prix Georges Bredinem de la meilleure photographie politique de l'année. Elle a suscité la défense gênée des journalistes qui étaient présents et l'ire ironique de leurs confrères absents. Prise le 2 septembre 2006 lors de l'université d'été de l'UMP, qui voit-on? Sarkozy assis sur une table basse, souriant béatement, mains jointes, les yeux levés vers le ciel. Autour du prophète, les apôtres, debout opposés à même le sol, fixant des yeux le ministre de l'Intérieur qui le serre au plus près. Claude Guéant, Xavier Bertrand et la vingtaine de journalistes couvrant les déplacements du ministre de l'Intérieur et président de l'UMP. Le malaise ne vient pas du fait qu'il prenne des notes, ni même qu'il semble boire ses paroles. Mais il sourit. Et ce sourire donne une troublante impression de complicité, indécente pour des hommes d'information. Ici, il manque naturellement l'essentiel, le son. Que dit Sarkozy pour provoquer le comportement des journalistes? Une question lui avait été adressée par l'un de nous, c'était moi derrière son dos, et lui joignant les mains comme un mage de comédie. C'est bien Philippe Ridé qui me parle, je suis en communication avec vous. Donc évidemment, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas le cas en lui-même, c'est qu'il est symptomatique de la connivence entre les médias, en tout cas de la suspicion de connivence entre les médias et Nicolas Sarkozy à l'époque. Le changement d'attitude des journalistes envers Nicolas Sarkozy est rappelé à Éric Brunet lors de son passage à On n'est pas couché, lorsque Natacha Polony lui explique que c'est souvent une pratique que font les journalistes, la fameuse pratique des 3 L. D'abord on lèche, ensuite on lâche et ensuite on lynche. Et c'est ça dont a été victime Nicolas Sarkozy. Mais une fois ceci expliqué, pourquoi Éric Brunet pense que Nicolas Sarkozy va gagner? Ce serait même un argument contraire, puisqu'il aurait face à lui une horde de journalistes qui ferait tout pour l'en empêcher. Eh bien en fait, il pense que Nicolas Sarkozy va gagner en 2012 parce que son bilan est bon, et que les Français s'en rendront compte, puisque c'est un fait objectif selon lui, malgré cette atmosphère délétère contre lui. Malheureusement pour lui, il se trompe complètement, il fait une erreur, il sort plusieurs fois le chiffre des 70% des promesses de Nicolas Sarkozy qui ont été tenues. 70,55% de promesses tenues. Il y a eu depuis la campagne de Sarkozy en 2006 jusqu'à aujourd'hui 1319 promesses du candidat Sarkozy et il en a réalisé de mémoire 931 selon le dernier baromètre publié en novembre 2011, donc il y a 3 mois. Et donc voilà, ça fait 70,55%. Sans prendre en compte l'intérêt de la réalisation et l'impact de ces promesses, de la réalisation de ces promesses. Donc je m'explique de manière plus claire, ce n'est pas parce que une promesse a été tenue qu'elle a forcément été bonne et que c'est forcément positif dans son bilan. Je vais citer 2 exemples.
Le premier, c'est le traité de Lisbonne, qui était une de ses promesses de campagne, et qui revient en fait sur le référendum de 2005, qui annule le référendum de 2005, quand les Français avaient voté non à la nouvelle constitution européenne. Il le fait passer à l'Assemblée nationale, parce qu'il sait que s'il y a un nouveau référendum, à nouveau les Français vont le rejeter. Le deuxième exemple, je précise j'en donne deux, mais il y en aurait beaucoup d'autres, c'est le bouclier fiscal. Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, avait promis de redonner l'argent à ceux qui payaient plus de 50% de leurs revenus en impôts. Et ça a été une décision catastrophique sur le plan d'administration fiscale, puisque les impôts perdaient de l'argent, mais aussi sur le plan politique, puisqu'en fait, certaines grandes familles riches, certains riches contribuables se retrouvaient avec un chèque donné directement par l'administration fiscale. Donc au niveau de l'image, c'était catastrophique et ça lui a valu l'appellation de président des riches. Tout ceci montre que Éric Brunet a tort de parler uniquement de la réalisation des promesses sans de parler de manière concrète de son programme et de son bilan. D'ailleurs, d'autres journalistes, qu'il préfère vitupérer, ont réalisé ce travail de façon assez neutre et assez nuancée. C'est Mélanie Delattre et Emmanuel Lévy, un quinquennat à 500 milliards, le vrai bilan de Sarkozy, et qui revient sur l'ensemble de ces mesures, des mesures qu'il a faites, et ils essaient d'expliquer pourquoi il y a eu cette augmentation de la dette sous le quinquennat de Sarkozy, en quoi il est directement responsable à travers ces mesures. Ce livre est intéressant, il y a un petit côté technocratique qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il est intéressant parce qu'il explique tout simplement concrètement les décisions qu'il a prises et qui ont augmenté ce déficit. Bref, tout ceci pour dire que selon lui, son bilan est bon, et lui permettrait de remporter les présidentielles. Alors il a vu quelque chose qui s'est passé et que les sondages ne voyaient pas venir, c'était la remontée progressive de Nicolas Sarkozy. Effectivement, Nicolas Sarkozy a été l'un des premiers présidents après Jacques Chirac, enfin, le premier où il y a vraiment eu une cote de popularité extrêmement négative qui ne faisait que chuter. Il a connu de la part de la presse quelques attaques assez virulentes. Je pense qu'en fait c'est une des raisons pour lesquelles Éric Brunet fustige la presse. On pense notamment à la couverture de Marianne lors la première année de son mandat, où il est marqué en gros titre putain 4 ans. En gros, on va encore se le farcir pendant 4 ans. Mais au moment des présidentielles, au fur et à mesure de la campagne, il a remonté progressivement dans les sondages, et il est presque revenu à hauteur de François Hollande, au point que ça s'est joué à peu de choses près. Donc finalement, il a eu un score beaucoup plus haut que ce que pensait n'importe quel sondage de l'époque. Malgré l'échec de sa prédiction, Éric Brunet n'en démord pas. Pour lui, il a eu plus raison que tort. Évidemment, c'est la mauvaise foi. Et il défend sa position dans son article écrit après la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc il explique que il y a eu 400 sondages et qu'aucun de ces sondages n'a imaginé un cas de figure où Nicolas Sarkozy serait à 48,4%, ce qui s'est passé. Il revient sur l'importance du vote blanc, sur le fait qu'on a plus voté contre Sarkozy que pour Hollande. Il revient aussi sur le fait que les Français ont finalement pris conscience que la presse avait travesti le véritable bilan de Sarkozy, 1319 engagements pendant 5 ans dont 931 ont été accomplis, soit plus de 70% des promesses tenues malgré la crise. Un récent sondage met en évidence le manque de neutralité des médias pendant la campagne présidentielle, réalisé le 17 mai dernier par TNF Sofres, Marcy Media. Cette consultation indique que la majorité des Français a le sentiment que Nicolas Sarkozy a été victime de l'orientation politique des médias. Ça c'est intéressant parce qu'en fait il a participé à cette idée. C'est lui qui a mis cette tête, c'est pas innocent aussi que son livre a été publié à ce moment-là, et ça n'a pas été le seul à tenir cette position. Beaucoup ont tout fait pour expliquer que les médias qui étaient contre Sarkozy, c'était une stratégie de campagne de Sarkozy, les médias qui étaient contre lui ont privilégié Hollande et n'ont pas été neutres. Ce qui fait que finalement ça a fonctionné puisque les gens ont pensé que Sarkozy a été lésé par rapport à François Hollande. Donc même s'il s'en défend, Éric Brunet a eu tort et ce livre lui aura porté préjudice. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite du top 5. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Au revoir.